Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les pronostics de SummerSlam 2023 qui aura lieu ce samedi 5 août 2023 à Détroit. On a pour l'instant 8 matchs sur la carte. Pas mal de matchs intéressants. Je pense pas qu'on en aura plus que 8. Il y a déjà eu 2-3 matchs qui devaient être prévus pour SummerSlam qui ont été retirés de la carte. Donc je pense pas qu'on en aura plus que ça. C'est un peu le système que Triple H essaye de mettre en place pour les pay-per-view maintenant. Mettre un petit peu moins de matchs pour laisser place un petit peu à plus de qualité, plus de longueur, on va dire, dans les matchs du pay-per-view. Ça nous fait des pay-per-view moins courts, ou peut-être pas moins courts, mais un petit peu plus longs au niveau des matchs. Et c'est pas plus mal, même si moi ça me dérange pas plus que ça en vrai les pay-per-view chargés. Je pense que des pay-per-view un petit peu plus courts, c'est pas plus mal non plus. Donc là on a 8 matchs sur la carte. Les 8 matchs m'intéressent pas tous. Il y a quelques matchs qui m'intéressent, enfin un en particulier qui m'intéresse un peu moins que les autres. À part ça, tous les matchs sont assez satisfaisants, je dirais. J'ai hâte de voir tous les matchs, même si encore une fois il y a des matchs qui m'intéressent moins que d'autres et des matchs autour desquels j'ai moins de hype. Mais bon, comme d'habitude, c'est pareil. Mais je dirais que pour le pay-per-view de l'été du côté de l'UBE, c'est encore une fois une carte réussie et j'ai juste hâte de voir ce pay-per-view là. On va commencer sans plus tarder avec le premier match. Mais avant ça, on aura sûrement un kick-off, mais je sais pas s'il y aura des matchs dans le kick-off. Du côté des NXT, on a souvent des matchs dans le kick-off, mais du côté du main roster, on n'a plus trop de matchs dans le kick-off. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas, on commence avec le premier match, ce sera une battle royale Slim Jim. Donc il n'y a aucun enjeu dans ces battle royales, à moins qu'il l'annonce lors du pay-per-view. Ce serait pas non plus bête de le faire. En tout cas, il n'y a pas d'enjeu, ce sera juste une battle royale sponsorisée. Je sais que la WWE maintenant, enfin surtout Nick Khan qui gère un petit peu le business à la WWE, il aime bien rajouter 2-3 petits sponsors par-ci par-là, des matchs avec des pubs comme on a pu avoir à WrestleMania, avec le match à plusieurs en équipe. On avait eu ça aussi avec le match de Rey Mysterio contre Dominic Mysterio. Enfin bref, que des pubs passées par-ci par-là. Je suis pas fan non plus de cette méthode-là, même si ça reste du business en soi. Mais là, faire une Battle Royale juste pour avoir une sponsor et j'imagine que cette battle Royale là a pris la place d'un autre match qui devait être sur la carte, par exemple Trish Stratus contre Becky Lynch, le match de Kevin Owens même s'il est blessé, Raquel Gonzalez enfin Raquel Rodriguez contre Rhea Ripley. Enfin bref, il y a pas mal de matchs qui auraient dû être sur cette carte là qui ne le sont pas et c'est un petit peu dommage d'avoir cette Battle Royale là à la place. On aurait peut-être même pu avoir le match pour le titre des États-Unis, mais on l'a pas eu. Donc je m'en fous un petit peu de cette Battle Royale là. En plus, cette Battle Royale ça m'indiffère plus qu'avant. Avant, j'aimais bien les Battle Royale, c'était assez simple. Le concept il est simple à suivre, t'as pas non plus besoin d'être concentré 1000 ans dans le match pour savoir ce qui se passe. Tu vois juste qui se fait éliminer, qui se fait pas éliminer. J'aimais bien les concepts à l'époque, mais plus le temps passe, moins j'aime. Même les Royal Rumble, j'ai du mal maintenant avec les Royal Rumble. Parce que tu vois directement qui est considéré, qui est pas considéré. Et encore plus dans les Battle Royale, donc c'est un petit peu dommage. Déjà, toutes les personnes qui sont dans la Battle Royale, tu peux te dire qu'ils sont pas méga considérées par la WWE. Mais bon, voilà. Donc pour l'instant, on a qui est participant dans cette Battle Royale là. On a LA Knight, on a Sheamus, on a Chad Gable, on a Otis, on a Tommaso Ciampa et Nakamura aussi. Il y a pas mal de petits trucs qui peuvent se passer autour de cette Battle Royale là. Le vainqueur, je sais pas trop qui ce sera, même si j'ai déjà ma petite idée en tête. On pourrait avoir le retour de DIY, c'est la seule chose qui me paraît logique pour cette Battle Royale. Le retour de Gargano qui vient s'allier à Tommaso Ciampa pendant qu'il se fait éliminer, je sais pas, par Nakamura ou Bronson Reed. Mais à la limite, si c'était dans un match avec un enjeu, je trouverais ça intéressant puisqu'ils se battent pour un enjeu. Là, ils vont se battre juste pour Slim Jim, une petite sponsor comme ça. Je trouve ça peu intéressant et c'est pour ça que le match, je vais même limite pas le regarder, je pense. Mais victoire, je dirais que LA Knight il va remporter le match évidemment. Ce sera le push de LA Knight, il va remporter la Battle Royale. Et le pire, c'est que les supporters de LA Knight vont apprécier juste parce qu'ils gagnent une Battle Royale alors qu'ils méritent mieux. Enfin, moi, je veux qu'une superstar se fasse push. C'est pas ce genre de push que j'espère pour cette superstar en question. Mais bon, on peut pas avoir plus. Victoire d'LA Knight, je pense, pour cette Battle Royale. Ensuite, on aura Ronda Rousey qui va affronter Shayna Baszler dans un MMA Rules match. J'ai peur de cette stipulation-là. Je sais pas trop ce que ce sera. Je sais pas si on aura des rounds pendant ce match-là. Je sais pas si ce sera autour d'une cage. Je sais pas si. En fait, je sais pas du tout. MMA Rules match, ça me dit rien du tout. Moi, je veux voir du catch. Je veux pas voir de l'MMA ou une sorte de parodie d'MMA. C'est pas du tout ce que je veux voir. Ronda Rousey contre Shayna Baszler, c'est une feud qui m'intéresse, mais sans plus en vrai. La construction est pas méga folle. J'aime bien le fait de remettre un petit peu Shayna Baszler sur le devant de la scène. Mais c'est pas ça que j'attends vraiment de ce match-là entre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Je pense que ça va soit passer, soit casser. Soit on aura un match incroyable et ce sera peut-être le match de la soirée. Ou soit on aura un match dégueulasse, ce sera vraiment le match dégueulasse de la soirée, même du mois ou de l'année. Je sais pas du tout, en tout cas, pronostic, je pense que Shayna Baszler va remporter le match. Il y a des rumeurs comme quoi Ronda Rousey elle ferait sa petite pause ou elle partirait du catch juste après SummerSlam, ça m'étonnerait pas. Maintenant elle a un enfant, elle a fait ce qu'elle avait à faire du côté de la WWE.
Elle a eu un premier run très satisfaisant, un deuxième run assez merdique. Mais je pense qu'il est temps pour Ronda Rousey de mettre un petit peu les choses de côté. Et ce serait pas anodin qu'elle fasse ça en mettant over sa grande amie qui est Shayna Baszler. Et moi je suis totalement pour, parce que Shayna Baszler, je trouve qu'elle a. Je dirais pas qu'elle a de l'avenir, parce que maintenant elle se fait vieille elle aussi. Mais je dirais qu'il y a quand même quelque chose encore à écrire avec Shayna Baszler. Et pourquoi pas avoir le début du push de Shayna Baszler qu'on attend tous dans le main roster. Donc victoire, choix du cœur, Shayna Baszler. Et choix de la raison, je dirais aussi Shayna Baszler. Pourquoi pas. Ensuite, dans un match en simple, Logan Paul va affronter Ricochet. C'est un match qui m'intéresse parce que je pense que le in-ring peut être intéressant. Mais il y a pas mal de choses qui me fait dire que ce match-là, je vais pas trop l'apprécier. J'ai peur que ce soit juste Logan Paul qui soit mis en avant dans ce match-là et Ricochet il soit juste là pour servir pour servir Logan Paul pour le mettre en avant. Je sais pas du tout. J'ai pas non plus hyper apprécié la construction de ce match-là. La construction était vraiment basée sur Logan Paul. Logan Paul qui défonce au micro Ricochet. À côté de ça, il n'y a pas énormément de grosse construction. On a essayé de mettre le point sur Ricochet qui arrive à prendre le dessus sur Logan Paul dans le catch quand il attaque Logan Paul en weekly. À part ça, il n'y a vraiment pas aucune grande construction. Enfin, il n'y a pas une grande construction à part ça. Donc je sais pas trop quoi en penser. J'aimerais bien une victoire de Ricochet. Je pense que le match va être bien dans tous les cas. Je pense que le match dans le ring, ce sera bien. Ce sera peut-être même le match de la soirée. Je sais pas. Mais en tout cas, en termes de résultats, je pense qu'on aura une victoire de Logan Paul. J'espère une victoire de Ricochet personnellement. Parce que Ricochet, il a encore de l'avenir dans le catch. Enfin, Logan Paul aussi, il a de l'avenir. C'est le début pour lui. Il y en a beaucoup qui imaginent plein de choses pour Logan Paul. Mais à ce rythme-là, Logan Paul qui catch 3 fois par an, est-ce que j'ai vraiment envie de le voir plus? Moi, personnellement, non. Je préfère voir Ricochet et j'espère que ce sera le début de son push. J'imagine pas un énorme push pour Ricochet parce que pour moi, il aura jamais un énorme push, il aura jamais statut de main eventer Ricochet. Mais si un truc a commencé avec lui, le fait pour qu'on le voit plus souvent weekly, qu'on le voit encore plus souvent lors des pay-per-view, je pense que ça pourrait commencer à partir de maintenant et ça doit commencer avec une victoire contre Logan Paul. En tout cas, j'ai essayé de me dire que c'est logique la victoire de Logan Paul, mais si Logan Paul il remporte le match face à Ricochet, je le prendrais très très mal personnellement et je serais un petit peu déçu. Donc choix du cœur, je dirais Ricochet, choix de la raison, malheureusement Logan Paul. Ensuite, Asuka va défendre son Women's Championship. J'ai toujours du mal à dire les noms des titres féminins maintenant, mais bon, j'ai réussi à m'y faire finalement. Donc Asuka va défendre son Women's Championship face à Bianca Belair et face à Charlotte Flair dans un triple threat match. C'est un match qui m'intéresse parce que l'affiche est déjà folle. J'aime beaucoup les trois catcheuses, donc je pense que dans le ring ça pourrait être incroyable. Le résultat me fait peur là aussi. Je pense que c'est le moment pour Asuka de drop le titre. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'elle conserve et qu'elle fasse quelque chose de plus par la suite. Je sais pas trop, on va voir. En tout cas, j'espère pas une victoire de Bianca Belair ni de Charlotte Flair. Si Asuka devrait perdre son titre, j'espère que ça se fera par le cash-in d'Io Sky. On parlera des cash-in par la suite. Mais j'espère vraiment que si Asuka perd son titre, c'est vraiment pas face à Bianca Belair ni Charlotte Flair. Charlotte Flair, elle est championne toute l'année, c'est un petit peu chiant. Bianca Belair, ça y est, elle a été championne beaucoup de fois ces dernières années. Je pense qu'il serait temps de faire quelque chose d'autre et quelque chose de plus original. Et je pense qu'un règne de Asuka qui continue, ce serait vraiment sympa. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle peut nous réserver par la suite. Parce qu'Asuka, elle a toujours des règnes pas méga longs. Et pendant ces règnes, elle a pas non plus 30 000 défenses. J'ai envie de voir un run de Asuka encore un peu plus long. Et en tout cas, j'espère qu'elle va remporter ce match-là. Donc, victoire, choix du cœur, Asuka. Et choix de la raison, je dirais Asuka, mais en vrai, je suis même pas sûr que Yosuke va cash in pendant ce match-là. Ça paraît un petit peu trop obvious que Yosuke cash in. Je sais pas non plus si Bayley va empêcher Yosuke de cash in et que finalement elle va fail son cash in, elle aura plus sa mallette, etc. Je sais pas du tout, mais pour ce match-là, je vais pronostiquer une victoire d'Asuka, en tout cas j'espère. Ensuite, pour le titre intercontinental, Gunther va défendre son titre face à Drew McIntyre. Là, ce match-là, très difficile à pronostiquer. J'ai du mal à imaginer une fin à ce match-là. D'un côté, on a Drew McIntyre qui fait son retour, qui enchaîne les défaites, qui est pas méga content de sa situation actuellement à la WWE. Et de l'autre côté, on a Gunther, champion invincible, qui a quelques jours de battre le record d'Honky Tonk Man. Donc c'est très difficile à pronostiquer. D'un côté, tu te dis que Drew McIntyre, il va forcément détrôner Gunther parce que c'est son moment. Faut pas qu'il se fasse encore une fois décrédibiliser en perdant ce match-là face à Gunther, même si d'un point de vue personnel, je pense pas que ce sera vraiment une grosse décrédibilisation pour Drew McIntyre. Mais d'un autre côté, quand même, il faut que Drew McIntyre gagne un match. Et un match comme ça important face à Gunther, c'est important, je trouve. Et en vrai, de l'autre côté, moi j'ai envie de voir Gunther détrôner le record de Honky Tonk Man pour être le champion intercontinental au règne le plus long. Ce serait vraiment bien, ce serait vraiment un moment marquant pour Gunther qui représente réellement le catch actuel, le catch un petit peu plus moderne, même si dans sa manière de catcher, ça reste un petit peu
un petit peu du catch brut, du catch à l'ancienne. Il n'y a pas vraiment 30 milliards de prises comme on peut le voir dans le catch d'aujourd'hui. Mais pour moi, Gunther à la WWE, ça représente vraiment le work rate, le catch, tout ce que j'aime personnellement. Et je trouve que ce serait vraiment un moment marquant de, de marquer l'histoire avec ce règne-là, forcément, parce que Gunther, son règne, il était juste incroyable. Et le fait que dans quelques années, on se dira, Gunther, c'est le mec qui a eu le règne de champion intercontinental le plus long, ce serait vraiment fou et ce serait vraiment remarquable pour lui, et j'espère en tout cas. Donc je sais pas trop quoi pronostiquer, personnellement je veux une victoire de Gunther, je veux qu'il conserve, mais à côté de ça, difficile d'imaginer Drew McIntyre perdre. Donnez-moi votre avis vous dans les commentaires, qui vous voyez perdre ce match-là, qui vous voyez remporter ce match-là. Je pense qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant autour de ce match-là. Je sais que depuis quelques semaines, moi ma théorie, depuis quelques semaines, on voit que la WWE nous tease une séparation dans Imperium avec Giovanni Vinci, qui est un petit peu le membre le moins faible de Imperium. C'est celui qui catch pas en weekly. À côté de ça, t'as Ludwig Kaiser qui lui catch en weekly. En plus, il remporte ses matchs, donc c'est vraiment gros pour lui. On sent qu'il y a une différence entre les membres de Imperium. On a Gunther le champion, on a Ludwig Kaiser le bras droit de Gunther. Et à côté de ça, on a Giovanni Vinci qui prouve pas grand chose. J'ai pas l'impression que la WWE a vraiment mis l'accent sur ça. On a eu ça pendant une semaine. À côté de ça, on n'a pas eu grand chose. Donc je me dis que si Gunther devrait conserver son titre, pas clean pour une fois, ce serait face à Drew McIntyre. Et quoi de mieux que gruger avec Giovanni Vinci qui viendra prouver à son leader d'Imperium que lui aussi il peut servir à quelque chose. Et du coup donner la victoire à Gunther en grugeant. Et comme ça donne une victoire de Gunther, certes pas clean, mais au moins Drew McIntyre il perd pas de manière clean et il perd pas en étant grandement déséquilibré. Donc peut-être qu'on pourra avoir une revanche par la suite, je sais pas trop. Moi personnellement j'ai déjà ma petite idée en tête de qui je voudrais voir détrôner Gunther, mais bon, pour l'instant il est toujours à NXT. Donc on verra bien par la suite, mais je vais pronostiquer une victoire de Gunther, choix du cœur et choix de la raison. Maintenant on passe aux 3 matchs les plus importants de cette carte là, les 3 main events, on peut dire ça comme ça. Je vais commencer par Cody Rhodes contre Brock Lesnar parce que c'est le match sans stipulation, c'est le match sans enjeu réellement. C'est juste la fin d'une rivalité, le dernier chapitre, Cody Rhodes contre Brock Lesnar. Un partout, une victoire de Cody Rhodes à Backlash, une victoire de Brock Lesnar à Night of Champions. On a eu 2 matchs pas méga ouf, en vrai, on va pas se mentir, les 2 premiers matchs entre Cody Rhodes et Brock Lesnar c'était pas foufou. On sait que quand Brock Lesnar il peut se donner, ça peut être fou. On se rappelle des gros matchs qu'il a pu avoir à SummerSlam contre Seth Rollins par exemple en 2019, contre CM Punk en 2013. À côté de ça, Brock Lesnar face au gabarit un petit peu plus petit, Daniel Bryan à Survivor Series, Finn Balor au Royal Rumble et AJ Styles à Survivor Series. On peut avoir des gros matchs de Brock Lesnar. Et là, je pense que le 3e match, ça pourrait faire office du gros match encore une fois pour Brock Lesnar. Face à Cody Rhodes, je pense que Cody Rhodes il peut un petit peu plus s'adapter au style de catch que Brock Lesnar que d'autres noms que j'ai pu citer. Donc je pense que le match pourrait être intéressant. Je pense qu'on pourrait avoir de l'intensité folle entre les deux, puisque l'histoire elle a commencé pour pas grand chose non plus. C'est Brock Lesnar qui a attaqué Cody Rhodes. Cody Rhodes lui il a rien demandé et il veut prendre sa revanche. Il s'est fait péter le bras par Brock Lesnar. Je pense qu'en termes de pronostic, pas de surprise, je pense que Cody Rhodes va remporter le match. À moins qu'on ait vraiment une grosse surprise, qu'à ce moment-là, je sais pas, quelqu'un intervient pendant le match. Je sais qu'il y a pas mal de retours que les gens attendent, le retour de Bray Wyatt, le retour de Randy Orton. Je sais pas trop, il y a pas mal de teases sur les réseaux sociaux. Rev Theory, celui qui fait la musique de Randy Orton. Il y a pas mal de petits teases. Je vous parle des teases maintenant autour de ce match-là, mais évidemment, les retours peuvent se faire autour d'autres matchs ou même autour de 0 match. On sait jamais, on peut pas savoir ce qui va se passer. Mais je pense que s'il y a un match où il devrait y avoir un retour, où il devrait y avoir une continuité à l'histoire pour Cody Rhodes, pour Brock Lesnar ou pour peu importe, je pense que ce serait autour de ce match-là. Je pense que Cody Rhodes, enfin Uncle Odi, je crois sur Twitter, là, un compte Twitter d'Uncle Odi, il avait teasé une rivalité contre Cody Rhodes, il avait tweeté Mr. Rhodes sur Twitter. Donc je sais pas, peut-être qu'on aura le retour de Bray Wyatt qui va attaquer Cody Rhodes. En tout cas, moi je trouve intéressant de continuer sur une feud Bray Wyatt contre Cody Rhodes, une feud qu'on n'a jamais eue. En plus, il y a une histoire à écrire puisque Cody Rhodes c'était le coach, on va dire, de Bray Wyatt quand il était une rookie à NXT à l'époque, le vieil NXT télé-réalité bizarre. Donc il y aurait quelque chose à écrire, je sais pas trop. En tout cas, pronostic victoire de Cody Rhodes, à moins qu'encore une fois il y a quelqu'un qui vienne attaquer Cody Rhodes et que Brock Lesnar en profite pour remporter ce match-là. Je sais pas, de toute façon on est toujours dans la rédemption de Cody Rhodes jusqu'à son rematch, j'imagine, face à Roman Reigns à WrestleMania l'année prochaine. Donc je pense que des défaites, c'est pas non plus ce qui fera trop de mal à Cody Rhodes jusqu'au moment où il reviendra vraiment au top en remportant ce fameux titre qu'on espère que Cody Rhodes arrivera à remporter un jour. Ensuite, on passe à l'avant-dernier match, mais ce sera le main event. Donc, je mets un petit peu plus tôt dans la carte parce que l'autre match m'intéresse un petit peu plus. Mais ce sera le main event. On terminera logiquement le show
avec Roman Reigns contre Jey Uso. Roman Reigns qui va défendre son titre indisputé face à Jey Uso, mais va également défendre sa place de chef tribal. Donc si Jey Uso remporte ce match-là, il sera non seulement le champion indisputé, mais il sera aussi le chef tribal, le nouveau tribal chief. Je ne sais pas comment ça va se passer. Le match peut être intriguant parce qu'il y a des gros enjeux, et le match peut être très très non intriguant aussi parce que j'imagine pas Roman Reigns perdre ce fameux titre et ce titre de tribal chief aussi. J'imagine pas Roman Reigns perdre tout de suite. Je pense que c'est un petit peu tôt pour terminer son histoire. Même si il y a quelques mois je voulais le voir perdre face à Cody Rhodes. Je pense que c'est un petit peu tôt. Je pense qu'il y a encore d'autres choses à raconter. Je sais pas lesquelles. La WWE garde ses surprises bien au chaud. Toutes ces surprises là qui nous réservent autour de l'histoire de la Bloodline. Je me pose pas trop de questions par rapport à ça personnellement. J'ai du mal à voir ce qui pourrait se passer avec Solo Sikoa, avec les autres membres de la Bloodline qui sont plus les membres de la Bloodline. Je sais pas trop quoi en penser. Par contre, on pourrait avoir plein de surprises pendant ce match-là. On pourrait avoir le retour de Jimmy Uso. Je sais pas si ce serait une énorme surprise. Mais la WWE nous essaie de nous teaser, de nous montrer, de nous vendre le fait que Jimmy Uso soit blessé et qu'il serait blessé pendant une durée d'un mois ou plus. Donc là, je pense qu'on pourrait avoir le retour de Jimmy Uso qui pourrait aider Jey Uso, pourquoi pas. Mais je pense pas que ça va suffire pour que Jey Uso remporte ce match-là. Je pense que Roman Reigns va conserver encore une fois avec l'aide de Solo Sikoa, avec un ref bump ou peu importe. On aura de l'overbooking, j'imagine, autour de ce match-là. Mais à part ça, je sais pas trop quoi, à quoi m'attendre. J'ai pas réellement de hype par rapport à ce match-là. Je pense que je serai en stress comme d'habitude autour de ce match-là quand je regarderai. Mais j'ai pas réellement de hype et d'attente particulière par rapport à ça. Si Jey Uso devient champion, ça me dérange pas parce que moi on en a terminé avec Roman Reigns et on pourrait passer à d'autres choses. Je pense que Jey Uso sera pas du tout un champion comme Roman Reigns, même s'il pourrait avoir un règne qui va durer. Je pense que ce sera pas du tout le même champion que Roman Reigns. Mais s'il remporte pas ce match-là, on continue. Et à ce moment-là, je sais encore moins à quoi m'attendre. Je sais pas si on partirait sur une feud Roman Reigns aussi quoi. Je sais que Roman Reigns il est pas prévu pour les prochains pay-per-view, que ce soit Backlash, que ce soit Fastlane qu'on aura bientôt sur leur série. Je pense qu'il n'est pas prévu pour ces trois pay-per-view là. Je pense que le prochain pay-per-view il sera présent sera le Rumble ou Mania, peut-être, je sais pas. Donc je sais pas trop quoi m'attendre, je sais pas trop, je vois pas la continuité de tout ça, alors qu'à l'époque, sur d'autres matchs, je voyais plus ou moins la continuité, là je la vois pas du tout. Je sais pas trop à quoi m'attendre, donnez-moi vous dans votre avis dans les commentaires, à quoi vous attendez pour ce match-là, qu'est-ce que vous avez comme attente particulière, et qu'est-ce que vous aspirez en tout cas. Et pour terminer, Seth Rollins qui va défendre son titre poids lourd face à Finn Balor à SummerSlam, 7 ans après la fois où Finn Balor avait battu Seth Rollins pour le premier match pour le titre universel à SummerSlam 2016. C'était un grand moment quand Finn Balor était devenu champion. C'était le moment où Finn Balor il commençait à exploser. Après un run parfait du côté d'NXT, il faisait ses débuts à la WWE avec un premier rôle particulier où il va remporter un Fatal 4-Way puis ensuite battre Roman Reigns dans le main event pour se qualifier pour SummerSlam. Après on avait une superbe construction pour Finn Balor contre Seth Rollins pour SummerSlam 2016. Vraiment c'est une époque particulière que j'apprécie énormément à la WWE. Si c'est pas ma période préférée de ces récentes années. C'était une période où tout était présent. On avait Finn Balor qui était à son prime, j'imagine, en 2016. Seth Rollins qui était à son prime aussi. Enfin, du moins, c'était ma version préférée de Seth Rollins avec sa version de 2015. Là, c'est vraiment assez différent. Contrairement à 2016, les rôles s'inversent. On a Seth Rollins qui est plus le face dans l'histoire, et là, Finn Balor qui est vraiment le heel au sein de Judgment Day. On a Seth Rollins qui est dans une gimmick assez décalée que j'apprécie pas tant que ça, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je trouve qu'il rend pas assez gloire à ce titre poids lourd avec ce personnage de Seth Rollins. Moi j'attends vraiment un Seth Rollins plus sérieux, un Seth Rollins plus impactant, un Seth Rollins qui est plus dans le catch et pas un Seth Rollins qui est vraiment avec des tenues décalées. Je comprends qu'il y en a qui apprécient réellement cette gimmick de Seth Rollins. C'est plutôt au goût du jour. Ça fait partie d'un petit peu de l'époque actuelle et je comprends qu'il y en a beaucoup qui apprécient. Moi c'est vraiment pas ce Seth Rollins là que je préfère et c'est pour ça que ça joue beaucoup sur mon pronostic de ce match là. J'ai toujours été un grand fan de Finn Balor et de Seth Rollins. Les deux, en vrai, ils font tous les deux partie de mes tops, de mes catcheurs favoris. Et je les mets quasi à la même place, les deux. C'est vraiment des catcheurs que j'ai appris à apprécier, des catcheurs avec lesquels j'ai grandi. C'est de mon époque, donc forcément, c'est assez logique. Je crois que je devais avoir 9-10 ans quand j'ai découvert Finn Balor. Quand j'ai découvert Seth Rollins, je devais être un tout petit peu plus jeune. Donc ouais, c'est des catcheurs avec lesquels j'ai grandi, c'est des catcheurs que j'ai appréciés, que j'ai suivi jusqu'au bout. Et là, de les voir tous les deux dans un rematch d'un match que j'ai pas mal apprécié à SummerSlam 2016, même si il était un petit peu en dessous de mes attentes à l'époque. Ça me fait plaisir de les revoir à SummerSlam. Ça me fait plaisir qu'on continue un truc sérieux avec les deux, qu'ils soient tous les deux au top, qu'ils soient dans le main event de Raw. C'est les deux main eventers de Raw actuellement.
et j'apprécie que ce soit pour un titre aussi prestigieux que le titre poids lourd. Donc j'ai hâte de voir ce match-là. Par contre, mes pronostics vont être assez différents de celui de Money in the Bank. Money in the Bank, j'ai l'impression que c'était un one-shot. Je voulais que ça continue entre Seth Rollins et Finn Balor. Je n'étais pas sûr que ça allait continuer. Je me suis dit, l'affiche est très très bien. Ça va être un très très bon match pour Money in the Bank face au public londonien et j'avais hâte de voir ce match-là. Mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Je suis un petit peu déçu des matchs de Seth Rollins récemment. On a eu le AJ Styles contre Seth Rollins qui m'a un petit peu déçu. Le Finn Balor contre Seth Rollins à Money in the Bank qui m'a encore un peu plus déçu. Là, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner sur le ring. C'est plus l'histoire qui m'intéresse maintenant autour de ce match-là et le fait que ce soit 7 ans plus tard à SummerSlam, au même pay-per-view, 2016-2023. Je pense que ce soit Seth Rollins ou Finn Balor, il n'y en a aucun des deux qui remportera le match de manière clean. Du moins, je pense pas qu'on aura un match enfin un match normal où on a le match qui se déroule et qu'à la fin il y en a un qui remporte le match de manière clean. Je pense pas que ce sera le cas pour ce match-là. Que ce soit Seth Rollins ou Finn Balor, même si Seth Rollins c'est un face dans l'histoire et qu'il pourrait remporter un match totalement clean. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses dans ce match-là. C'est ça qui rend le match encore plus intéressant. On a Damien Priest qui est Mr. Money in the Bank dans Judgment Day. Et on sent qu'il y a des petits teases depuis quelques petites semaines où on a Damien Priest qui veut cacher sur Seth Rollins. Mais à côté, c'est le moment de Finn Balor. C'est à Finn Balor de terminer son histoire par rapport à tout ça. Donc on sait pas trop qu'est-ce qui se pourrait se passer. J'ai l'impression que c'est assez unanime maintenant sur les réseaux sociaux et on voit un petit peu près tous Finn Balor devenir champion du monde. Mais on ne sait pas trop comment ça pourrait se dérouler. En tout cas, personnellement, choix du cœur, choix de la raison. Je veux une victoire de Finn Balor. Je pense que Seth Rollins, il est temps qu'il termine son règne, même si ça aura été très court. Je pense qu'il faudrait un renouveau de Seth Rollins, revenir un petit peu à un Seth Rollins un petit peu plus classique, comme on l'aime. De toute façon, Seth Rollins, peu importe qu'est-ce qu'il fait, on l'apprécie toujours. Mais je pense qu'il serait temps qu'on ait un Seth Rollins, un petit renouveau de Seth Rollins. Ça fait un petit peu longtemps que ça dure, cette histoire-là de gimmick un petit peu décalé. Donc je pense que c'est le moment pour Finn Balor de devenir champion du monde. Après, je sais pas si Damien Priest il va cash in, je pense pas du tout personnellement. Je pense qu'on va terminer en tout cas SummerSlam avec tous les membres de Judgment Day qui seront couronnés, que ce soit par la mallette Money in the Bank ou par un titre. Je sais pas comment ça va se dérouler par Damien Priest. D'ailleurs, j'ai une petite théorie par rapport à tout ça. Et c'est pour ça qu'il va falloir se méfier totalement de Damien Priest. On sait que la WWE est très taquine, mais c'est pas vraiment le mot que je vais utiliser. Avec tout ça, on a souvent des teases qui sont faits autour des mêmes personnes et on sait jamais qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite. C'est pour ça que ça reste très intéressant et il faut vraiment se méfier de Damien Priest. Je pense que Finn Balor va devenir champion du monde. Par quelle manière, je sais pas du tout. J'avais fait un petit fantasy booking il y a quelques semaines sur Twitter où je disais que j'aurais bien aimé que ce soit JD McDonagh qui va venir attaquer Seth Rollins pour qu'il se blesse, pour qu'il aille en convalescence, enfin dans la kayfabe, qu'il se blesse de la même manière que Finn Balor s'est blessé à SummerSlam il y a 7 ans pour faire un petit peu la similitude, le contraste entre ce qui s'est passé à SummerSlam 2016 et 2023. Donc on aurait Seth Rollins qui se blesse pour aller partir en convalescence, refaire un nouveau personnage, revenir d'une nouvelle manière pour redécouvrir Seth Rollins ou redécouvrir un ancien Seth Rollins, peu importe, je sais pas. Mais qu'on ait Seth Rollins qui prenne une petite pause. En plus, on sait qu'il est blessé. Il a dit dans le podcast de Paul Heyman, j'allais dire, de Logan Paul, qu'il a une blessure au dos qui dure depuis 2019, qu'il ne sait pas s'il va devoir se faire opérer ou pas. Il a des blessures au genou. Je pense qu'il serait temps qu'il prenne une petite pause Seth Rollins pour se relaxer, pour se soigner un petit peu et il reviendra encore d'une meilleure manière. Donc ça pourrait être le bon moment pour Seth Rollins de partir. Et dans mon fantasy booking, j'avais dit que ce serait vraiment un grand moment qu'on ait JD McDonagh qui vienne pour attaquer Seth Rollins et donner la victoire à Finn Balor. Ce sera aucun des autres membres de Judgment Day qui va forcément aider Finn Balor à devenir champion. Ils peuvent le faire, dans tous les cas, ce sera toujours la même chose. Mais c'est vraiment JD McDonagh qui vient se rejoindre à Judgment Day en aidant Finn Balor à devenir champion. À la fin du show, on aurait tous les membres de Judgment Day, donc Dominic, JD, Damien Priest, Rhea Ripley et Finn Balor qui célèbrent. Mais à ce moment-là, on a Damien Priest et JD en particulier qui attaquent Finn Balor. Damien Priest il veut cash in. Peu importe qu'il cash in à la fin de SummerSlam ou qu'il cash in plus tard, c'est la même chose pour moi. Mais juste que Finn Balor il part de Judgment Day avec JD qui le remplace. Je pense que ça pourrait être un booking de fou. Je sais pas si la WWE aurait l'audace de refaire ça en 2023. Refaire ce genre de trahison et de turn pour créer des moments marquants. Je pense que ça pourrait être quelque chose de bien et j'aimerais bien voir ça à l'avenir. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez personnellement. Pour être plus réaliste, je pense pas que Damien Priest va cash in à SummerSlam. C'est un petit peu trop obvious le fait qu'il cash in. La WWE nous le tease beaucoup trop pour que ça se fasse réellement. Je pense pas que vraiment c'est l'intention de la WWE nous teaser un truc fortement comme ça pour que ça se fasse. Ce serait vraiment beaucoup trop obvious et ce serait vu depuis 30 km quoi. Je vois pas l'utilité de faire un truc qui se voyait par tout le monde et tout le monde était persuadé que ça allait arriver. Donc je pense pas que Damien Priest va cash in ce soir.
Mais attention, comme je l'ai dit, il faut se méfier de Damian Priest. Il n'est pas obligé de cash-in sur Finn Balor. La mallette, tu peux l'utiliser partout. Il pourrait cash-in sur Gunther pour le titre intercontinental, même si je déteste le fait de cash-in sur un titre mineur. Je vois pas l'utilité. Il pourrait cash-in sur le titre intercontinental et ça débloquerait la situation de Gunther et Drew McIntyre. Je vous avais parlé il y a quelques minutes où je vous avais dit que ça avait été un petit peu complexe le booking de ce match-là. Il pourrait débloquer la situation en devenant champion intercontinental, mais il pourrait aussi cash-in sur le titre de Roman Reigns. Et là, ça ferait vraiment un grand moment marquant. Il termine le show, enfin, on termine le show avec Judgment Day qui sont tous champions, enfin, du moins qui sont tous couronnés à la fin du show avec vraiment un plot twist incroyable. On croyait que Roman Reigns était intouchable et finalement, Judgment Day, ils arrivent en attaquant tous Roman Reigns et en donnant la victoire à Damian Priest qui devient champion du monde. En tout cas, moi je dis pas non. Je sais que ce serait très frustrant pour certains fans de voir Roman Reigns perdre de cette manière-là. Mais moi personnellement, je dirais pas non en vrai. Je sais que la WWE met beaucoup d'espoir autour de Judgment Day. Ils voient ça un petit peu comme la, la nouvelle storyline qui va prendre le dessus sur la Bloodline. Je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, moi je dis pas non à un casting de Damian Priest sur Roman Reigns. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu toutes les idées que j'ai en tête par rapport à ce cash-in de Damian Priest, par rapport à cette mallette et par rapport à ce qu'il devrait faire. Je sais pas si ça va si ça va réellement se passer comme ça ou si on aura d'autres choses. En tout cas, si je pense qu'il va devoir se passer quelque chose pendant ce show-là, je pense que Damian Priest va aider Finn Balor à devenir champion et que ce sera tout pour Judgment Day pour l'instant et que par la suite, c'est à ce moment-là qu'ils vont utiliser le cash-in de Damian Priest. Donc voilà, donnez-moi vous votre avis dans les commentaires par rapport à cette carte de SummerSlam, mettez-moi vos pronostics. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouvera samedi mais un petit peu plus tard pour la review de SmackDown. Peut-être je la ferai dimanche au matin ou je sais pas, parce que je serai pas chez moi samedi pour faire ma review de SmackDown. Je sais pas si j'aurai le temps de la faire en rentrant chez moi au soir. En tout cas, il y aura bel et bien une review de SmackDown comme chaque semaine, mais elle pourrait sortir un petit peu plus tardivement que d'habitude. Donc voilà. C'est la fin du pronostic. D'ici à je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'elle catch les sports, bisous bisous.